4 fois que je repasse la vidéo, je sais toujours pas comment il fait. Tu regardes quoi? Les meilleurs tours de David Copperfield. Tiens, regarde là, il se fait découper en deux par une scie circulaire et il est même pas caché dans la boîte. Doit y avoir un jeu de miroir de fou ou du montage vidéo. Non, il est juste accroupi. Il est connu ce tour. En gros, quand il s'installe dans la partie gauche, il replie ses jambes pendant que dans la partie droite, un contorsionniste sort les siennes. C'est pour ça qu'il est caché quand il monte et qu'il descend de la table, sinon ça serait évident. Après, avec la mise en scène, l'angle de caméra, etc., l'illusion est parfaite. C'est tout? Y a pas toujours besoin de machines sophistiquées ou de tunnels sous la scène pour faire de la magie. Regarde le truc de la personne coupée en deux. Y a plein de versions différentes. Comme dans celle de Copperfield, tu peux avoir deux complices qui sont recroquevillés dans les boîtes ou à moitié cachés dans le décor. Mais c'est aussi possible avec de faux pieds qui sortent de l'autre côté. Le point commun, c'est qu'à chaque fois, on cache là où il y a la supposée coupure pour pas qu'on voit ce qui se passe vraiment. Dans le même style, t'as la table poussée par juste des jambes. Impressionnant, mais en fait, la personne est juste pliée en deux. L'illusion fonctionne parce que la jupe est surélevée. Ou encore, ce type de tour. Les complices, sûrement des jumeaux habillés pareil, s'allongent dans le fond des boîtes pour se cacher. La barre en métal donne l'impression que c'est très fin, mais en fait, il y a large la place. Mais pourquoi, quand je suis devant, j'arrive pas à le déceler? Je sais qu'il y a un truc, je me concentre pour trouver l'astuce, mais pourtant, je suis toujours bluffé. Parce que ce qu'il y a de vraiment magique, c'est pas le tour, mais le talent du magicien. On se fait des films à imaginer qu'ils ont 50 complices avec des caméras partout, sauf qu'en vrai, ils te retournent le cerveau avec presque rien. Regardez, là par exemple, je vais faire léviter Meili par la seule force de ma pensée. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Impressionnant, hein? C'est grâce à mon assistant secret, CyberGhost VPN. Eh, mais c'est de la triche! C'est toujours de la triche. Puis pour une fois, l'assistant a plus de pouvoir que le magicien. Non seulement c'est grâce à lui qu'on peut faire autant de vidéos, mais en plus il a réussi un des plus grands tours de l'histoire. Simplifier la vie de 38 millions d'utilisateurs et devenir le leader mondial de la cybersécurité tout en ayant une excellente note sur Trustpilot. Personne ne pourra rien savoir de votre activité en ligne, la confidentialité est totale. Non seulement son réseau privé 100% sécurisé chiffre les données et rend l'IP intraçable même sur les Wi-Fi publics, mais surtout il te rend libre. En un clic, tu changes ta localisation pour contourner les géorestrictions, c'est super simple. À toi le catalogue étranger de services de streaming comme Disney+, Amazon ou Netflix. Plus de 40% de contenu supplémentaire en français. Regarde les courses auto gratuitement sur les chaînes belges. Sans parler des économies. En Argentine, Spotify est à 1,50€, Disney+, à 2,80€. En plus, il y a une giga promo, moins 83% et 4 mois gratuits. Jusqu'à 7 appareils protégés à la fois pour seulement 2€ par mois. Satisfait ou remboursé sous 45 jours, de quoi régaler la famille et les amis. Le lien est en description. Vas-y, je suis trop intrigué. C'est quoi le secret des magiciens? Déjà, il n'y a pas un secret qui résume tout, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la magie. Je vais te montrer. Tu vois ceux qui tordent une cuillère par la pensée? C'est iconique. Bah, il y a plein de méthodes. Par exemple, t'as la version où tu caches le manche de la cuillère avec tes deux mains, puis tu mimes le fait de la tordre. Paf, quand tu relèves les mains, elle est en parfait état. Ça, c'est pour bluffer ton petit frère. Le niveau au-dessus, tu fais la même chose, mais avec un petit objet en métal, genre une pièce pour imiter le manche. C'est déjà un peu plus crédible. Niveau 3, tu précoupes la cuillère. Comme ça, elle tient tout juste pour que tu puisses montrer aux gens qu'elle est normale. Juste avant de commencer le tour, tu fais pression pour qu'elle cède, tu caches la coupure entre tes doigts et tu relâches doucement la pression pour donner l'illusion qu'elle se brise. Et ma version préférée, c'est celle-là. Like magic, it begins to melt, bending before our eyes. Ici, l'astuce, c'est qu'il y a deux objets différents. Une cuillère déjà pliée et le manche d'une autre cuillère découpée à l'avance. Entre ses doigts, le magicien tient les deux morceaux de la cuillère pour faire croire que tout est normal. Le manche de la cuillère entière caché derrière son doigt. Puis un peu comme avec la version précédente, il relâche la pression, ce qui donne l'illusion qu'elle se plie. Une fois que le tour est fini, il n'y a plus qu'à cacher le manche supplémentaire. Vous aurez beau inspecter l'objet, impossible de trouver le truc. C'est quand même un peu spécifique, non? Au contraire, c'est parfait pour comprendre la base. Dans un tour de magie, le truc impressionnant, c'est ce qu'il y a de moins important. Il est là pour détourner ton attention, pour te faire croire que c'est sur ça que tu dois porter ton regard. Quand on te dit « j'ai des pouvoirs magiques, je vais tordre une cuillère par la pensée », instinctivement tu penses « je vais essayer de comprendre comment il tord la cuillère ». Sauf que là, t'as déjà perdu. Tu te concentres sur la mauvaise chose. La magie fonctionne. Il y a un tour de Penn Teller qui le montre très bien. C'est deux magiciens stars de Las Vegas. Ils arrivent en expliquant qu'ils vont nous donner une leçon de distraction. Dans une boîte, ils ont un poulet et ils vont le faire disparaître. Penn met un drap sur la cage et alors qu'on observe pour essayer de voir
voir l'astuce, un type déguisé en gorille entre et joue des cymbales. Pendant ce temps, en arrière-plan, Taylor arrive discrètement, récupère le poulet et s'en va avec. On pense qu'on a compris l'astuce, sauf qu'en fait, surprise, le gorille est dans la cage. C'est l'histoire qu'on nous raconte qui nous trompe. Attends, mais à quel moment le gorille il est entré? Il y a juste 2 gorilles, dont un qui est dans la cage depuis le début. On le remarque grâce au mouvement que fait le drap quand il bouge à l'intérieur, mais à aucun moment on est préparé à y faire attention. Quand c'est combiné à des mouvements techniques, c'est là que ça devient fou. Les tours de cartes, par exemple, souvent ça cache des manipulations rapides et hyper complexes. Si t'as pas l'œil aiguisé, impossible de savoir ce qu'ils font. Là, si je te montre ces 3 exemples, t'es capable de me dire dans lequel ils distribuent la deuxième carte du paquet, celle du dessous, celle du milieu? Ils peuvent faire de faux mélanges, de fausses coupes, s'arranger pour qu'une carte reste au-dessus ou en dessous, à chaque fois sur le principe. C'est simple, la difficulté c'est de rendre ça naturel. On n'a qu'à regarder ensemble. Ça, c'est une fausse coupe. Le concept c'est, tu demandes à quelqu'un de séparer le jeu en deux pour s'assurer qu'il est bien mélangé. Sauf que toi, tu connais la carte du dessus et t'as envie qu'elle y reste. Pour ça, t'attrapes le paquet du dessous et au lieu de le poser sur l'autre, tu appuies dessus avec ton pouce pour le relever. Tu glisses alors ton demi-paquet dans l'espace que tu viens de créer. Magie, rien n'a été mélangé, toujours la même carte au-dessus. Au ralenti, c'est ridicule, mais à vitesse réelle, même en sachant ce qui se passe, c'est chaud. Il y a carrément des vidéos sur YouTube où des magiciens se filment en slow motion. Des fois, ça fait disparaître la magie. On voit comment les objets sont dissimulés dans la paume de la main, par exemple. Et des fois, c'est bluffant. C'est de la sorcellerie ça. T'as d'autres exemples? Ok, imagine que tu demandes à quelqu'un de sélectionner une carte au hasard dans un deck. Regarde combien de temps il faut pour la faire passer au-dessus. Okay. At speed, it's gonna look like that. Okay, and now Silver Diamonds is on top. On appelle ça un turnover. Sur le papier, c'est simplissime. Une fois la carte choisie, tu fermes le paquet en utilisant un de tes doigts pour marquer une séparation à l'endroit où se trouve la carte. Tout ça en pressant bien le jeu pour que ça se voit pas de l'avant. Ensuite, tu retournes le paquet hyper vite en coupant le jeu là où ça t'arrange. Ni vu ni connu, tu sais où elle se trouve. Maintenant, il n'y a plus qu'à baratiner les spectateurs. Après, je sais pas toi, mais si je vois quelqu'un trop manipuler les cartes, direct je vais devenir suspicieux. Le plus impressionnant, c'est quand il laisse les gens décider pour eux. Pour ça, ils ont un tas d'autres techniques. Notamment ce qu'on appelle le forcing. C'est le fait de s'arranger pour nous faire choisir la carte qu'il veut, tout en laissant l'impression de libre arbitre. Genre il nous hypnotise pour qu'on dise l'as de trèfle? Tu rigoles, mais c'est pas loin de la vérité. En magie, à la seconde où le spectateur se rend compte qu'il y a un truc bizarre, l'illusion disparaît. Donc plus on lui donne l'impression qu'il est libre, plus c'est impressionnant. Il y a plusieurs types de forcing. Soit on s'assure à 100% que la personne prenne la bonne carte, soit on augmente au maximum ses chances. Par exemple, il y a plein d'études qui ont démontré que quand on demande à des gens de choisir un chiffre entre 1 et 10, environ 25% prennent le 7. Ça fait pas tout, mais ça veut dire que 25% du temps, tu peux avoir un tour hyper bluffant où t'as juste profité d'un biais cognitif. Si jamais la personne choisit autre chose, tu fais un autre tour à la place, personne n'en saura jamais rien. C'est comme le jeu où on vous demande un outil et une couleur. La plupart des gens disent un marteau rouge. Ou alors si je vous dis de choisir une jolie fleur, il y a de grandes chances que vous répondiez une rose. Ça veut pas dire que tout le monde le fait, mais naturellement, sous pression, quand on vous laisse pas le temps de réfléchir, ce qui est le cas lors d'un tour de magie, vous répondez par automatisme. Et ça, ça fait les affaires du magicien. Si on vous met 4 cartes devant vous et que vous êtes droitier, vous aurez tendance à prendre la troisième. Là, on est presque à une chance sur 2. Mais du coup, si on est au courant, ça fonctionne plus. Ouais, non, c'est vrai. Sauf que du coup, on peut te faire de la psychologie inversée. Si je te dis, choisis une carte, mais attention, ne te laisse surtout pas influencer. Tu prends laquelle? Le 4. Paf, encore plus prédictible. Sur cette série de 5 cartes, il y a eu des tests extensifs. Jusqu'à 41% des gens choisissent le 4. Une fois que tu fais gaffe, tu vas aller chercher une carte pas suspecte. Mais il y a encore mieux, on peut te suggérer des cartes visuellement. Si on te dit, choisis une carte, puis qu'on fait défiler un paquet devant toi, trop vite pour que tu puisses les lire, sauf pour une carte, qu'on laisse un tout petit peu plus longtemps, juste de quoi voir le numéro, c'est 98% des gens qui la choisissent. Ça marche aussi si on étale des cartes et qu'il y en a une plus visible que les autres. On a tous l'impression de voir la supercherie, mais dans l'action, c'est rarement le cas. Après, là c'est les techniques un peu random. J'ai appris qu'il y avait 100% mieux. La certitude absolue. Les choix obligatoires. On se met en situation. J'ai 2 cartes face cachée, à gauche il y a l'as de cœur. Et je veux que tu le prennes pour réussir mon tour. Car dans une enveloppe cachetée, j'ai prédit que t'allais tomber dessus. Je te dis, choisis une carte. Si tu prends l'as, bingo, je te la donne et c'est gagné. T'as fait ton choix sans influence. Et si je choisis l'autre? Je la prends et je dis, ok, celle-là on l'élimine. Le résultat est exactement le même, tu te retrouves avec l'as. C'est presque indétectable parce que ça va trop vite. Je t'ai pas expliqué avant ce qu'on allait faire des cartes, et t'étais concentré sur ton choix. Techniquement, tu peux pousser le concept. Au lieu de faire ça avec juste 2 cartes, tu le fais avec un paquet entier, en demandant à chaque fois de choisir entre une moitié de jeu. Au final, la personne est convaincue d'avoir une carte complètement aléatoire, alors qu'elle n'était libre à aucun moment. Ce qui compte, c'est l'illusion du choix. Un autre super exemple de forcing obligatoire, c'est le slip.
Tu fais dérouler le deck devant quelqu'un et tu lui demandes de t'arrêter. Quand il te dit stop, tu coupes le deck en deux et tu mets la partie haute en dessous, de manière à ce que la carte sur laquelle on s'est arrêté soit tout en haut. Comme ça, la personne peut regarder sa carte. On dirait qu'il s'est rien passé, hein. Sauf qu'à ce moment, la carte dans les mains du spectateur a déjà été forcée. Simplement car au moment de couper le paquet, le magicien agrippe la carte tout en haut, qu'il connaît déjà, elle vient se coller à la moitié basse du paquet dans un geste quasiment invisible. Mais ce que je préfère de loin, c'est quand on abuse de l'esprit humain. Genre le criss-cross. Ça, c'est vraiment de la magie. Tu commences par laisser les gens mélanger autant qu'ils veulent. Puis une fois que t'as récupéré le paquet, tu regardes discrètement la carte du haut, en les faisant dérouler dans ta main par exemple. Puis tu demandes à un spectateur de t'arrêter pendant que tu fais défiler le jeu. On s'est arrêté sur une carte complètement au hasard, et tu vas la deviner. C'est là que le tour commence. Suffit de poser la moitié haute du paquet, celle avec la carte que tu connais, sur la table, et l'autre moitié par-dessus, mais en croix, pour que la séparation soit bien marquée. Et là, tu essaies de perdre du temps. Tu fais une blague, tu leur demandes si la coupe était bien au hasard, n'importe quoi pour qu'ils retournent pas la carte tout de suite, qu'ils se concentrent sur autre chose. Enfin, tu récupères le paquet qui est au-dessus. Dans la tête du spectateur, c'est la moitié haute, sauf que t'as inversé les deux. Alors, quand tu lui dis de retourner la carte qu'il vient de choisir, ce qu'il a dans les mains, c'est la carte du haut du paquet, celle que tu connais. Ce qui est dingue avec cette technique, c'est qu'elle est absolument ridicule, mais terriblement efficace, parce que personne s'attend à un truc aussi gros. Essayez chez vous, c'est succès garanti. T'as pas d'autres du genre à partager, du style qu'on peut faire avec sa famille? Haha, si, carrément. J'ai un peu de mentalisme si tu veux. C'est pas un truc scientifique, le mentalisme? Du tout, c'est une branche de l'illusionnisme. Mais au lieu de te faire croire qu'on a des pouvoirs magiques, on te fait croire à des pouvoirs surnaturels ou une super intelligence. Le grand classique du mentalisme, c'est de retrouver un mot au hasard dans un livre. Là encore, il y a des millions de façons de faire. Le plus courant, c'est de faire un forcing pour s'assurer que la personne tombe exactement sur la page que tu souhaites, en trafiquant le numéro des pages ou en utilisant un élément extérieur pour le déterminer. Il y a aussi le « je vais deviner à quoi tu penses ». Là encore, plein d'astuces possibles. Une de mes préférées, je l'ai découverte il y a pas longtemps. Elle demande un poil de manipulation, mais ça vaut vraiment le coup. En gros, on utilise un jeu de cartes blanches et on demande à quelqu'un de dessiner quelque chose sur l'une d'entre elles. Une fois le dessin fait, on remet la carte au milieu du paquet et on le referme tout en faisant passer discrètement la carte choisie tout en dessous. À partir de là, la personne pense que sa carte est au milieu. Il n'y a plus qu'à jeter un coup d'œil discret sous le paquet pour voir le dessin. Puis jouer la comédie, faire semblant de lire dans les pensées de l'autre, et vous voilà mentaliste débutant. Bon, par contre, tout ça c'est top, c'est super, mais ça explique pas les tours des grands illusionnistes. Copperfield, Blaine, Houdini. D'ailleurs, tu savais que Houdini, il avait passé une partie de sa vie à debunk ceux qui utilisaient la magie pour abuser des autres? Genre des médiums ou des types qui prétendaient avoir des pouvoirs surnaturels. Ouah, si j'ai l'aval d'Houdini dans ce cas, je peux révéler un de ses tours. La traversée du mur de briques. Ça, c'est iconique. En gros, le magicien est face à un mur, caché par des paravents, et on voit son ombre pénétrer à l'intérieur, avant de réapparaître de l'autre côté, toujours derrière un paravent. Il y a plusieurs façons de le réaliser, passer par un tunnel, se déguiser, sortir sans être opéré, mais le plus classique c'est de rester derrière le paravent pendant que les assistants le déplacent. Suffit de jouer avec les lumières pour que l'ombre n'apparaisse qu'au bon moment. Il y a un tour qui m'a rendu folle plus jeune, c'est les gens qui avalent des choses tranchantes. Alors, les avaleurs de sabres, même s'il y en a qui utilisent de fausses épées, c'est carrément pas de la magie. Ils avalent vraiment des sabres, juste ils se mettent bien droit pour que la lame n'abîme pas leur oesophage. Par contre, ceux qui avalent des lames de rasoir, en fait l'astuce est toute bête. Généralement, il n'y a qu'une seule lame qui coupe, pas très bien et d'un seul côté. Ils l'utilisent pour faire une démonstration, genre trancher une feuille de papier, puis ils la mettent dans leur bouche. Ensuite, ils rentrent tout un paquet de lames d'un coup, mais celles-ci sont toutes émoussées et attachées ensemble par un fil. Là, ils les coincent dans une joue. Puis généralement, ils boivent un coup pour faire passer. En fait, ils recrachent la première lame coupante. Parfois dans l'eau si elle est colorée, ou sur le verre s'il est aimanté. Reste plus qu'à faire semblant d'avaler un fil, puis de tout ressortir. Oh, même avec l'astuce, ça me dégoûte. T'as pas un truc plus cool? Les gens qui l'évitent dans la rue, par exemple. Ça c'est connu quand même. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de les voir s'installer ont forcément la réponse. En gros, si tu fais bien attention, ils tiennent toujours quelque chose à la main, genre une canne. Et il y a toujours un tapis sur le sol. C'est parce qu'en réalité, ils sont assis. Il y a une structure en métal qui passe à travers leur déguisement et qui supporte leur poids. Il y a plein de variations du tour, le truc c'est de réussir à cacher la structure. On peut par exemple faire croire que quelqu'un est dans une boîte mais ne pèse rien, ou faire léviter quelque chose en la tournant à peine si on est bien accroché. Et c'est pas donné, hein, plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros suivant le tour. Tu sais quoi? Un petit dernier pour la route. Le plus célèbre, le magicien enfermé sous l'eau. Là encore, il y a plusieurs versions. Si le but c'est de s'échapper, généralement on se contente juste de laisser des faiblesses dans les attaches du magicien pour qu'il se libère facilement et puisse reprendre sa respiration. C'est pour ça qu'il y a souvent un drap qui vient se mettre devant. Mais pour la version où il reste sous l'eau et à la vue de tous pendant plusieurs dizaines de minutes, c'est plus malin. Le magicien va toujours remonter à la surface et ses assistantes venir vérifier son pouls pour savoir s'il est encore en vie. Ça paraît anodin, mais ça leur sert en réalité à le brancher à une bonbonne d'oxygène. Donc le tuyau passe par le bras de l'assistante jusque dans le dos du performeur. Donc, même si c'est éprouvant physiquement, il peut rester presque
indéfiniment sous l'eau, parce qu'il a de quoi respirer. Merci encore à CyberGhost VPN de nous soutenir. Économisez de l'argent, protégez-vous et profitez d'une super expérience pour seulement 2€ par mois. Le lien est en description. Bah tu vois, je pensais qu'expliquer des tours de magie ça allait retirer tout le fun, mais en fait j'adore. On se rend pas compte de la quantité de travail qu'il y a derrière. Que ce soit ceux qui manipulent les cartes juste devant nos yeux ou les grands illusionnistes à la télé, bah on s'improvise pas magicien. Après, je comprends qu'ils veulent garder leur secret. Le plaisir de la magie, c'est aussi de faire rêver les gens. Moi, ils me font jamais autant rêver que quand je connais l'astuce, mais que j'arrive pas à l'apercevoir.